Bonsoir à toutes et à tous. On est encore sous le coup de l'émotion puisque Esther Senot, avant de venir devant vous parler de ce dont elle va nous parler, on avait une conférence de presse donc avec la presse à l'instant et c'est toujours beaucoup d'émotions. Donc vous imaginez bien que même si avec Madame Perla Danan, et puis en passant par Madame la directrice académique, je sais qu'elle devait passer, mais je ne sais pas si elle est là. Ah oui, et je vois ça. Merci. Qui m'a appelé il y a 2 jours en me disant, j'ai eu Madame Danon, Esther vient dans le département de classe de lycée et collège demain, enfin donc demain matin, vendredi matin. Est-ce que vous pouvez l'accueillir la veille? Mais bien sûr, sur le principe, mais bien sûr, il faut juste que je trouve le lieu et que je puisse l'organiser. Donc effectivement, j'ai mobilisé nos services et on a travaillé ici. Et donc je remercie du coup l'association FAS parce qu'il y a une exposition du Visa Off dans cette salle qui d'habitude s'organise un peu différemment. Et donc, effectivement, on a pu s'organiser. Et c'est vrai que parfois, ce sont dans ces temps les plus courts qu'on arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Et pour une femme extraordinaire comme Esther Senot, c'était la moindre des choses que nous pouvions faire. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir, à un moment où, effectivement, nous sommes confrontés à la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays d'Europe. Eh bien, c'est toujours important, je crois, de pouvoir entendre en direct ces témoignages. Donc je ne vais pas être très longue dans mon introduction parce que je crois que le plus important, c'est qu'on puisse d'abord que Madame Danon puisse introduire le pourquoi du comment, mais qu'effectivement Esther nous fasse partager ce qu'elle a vécu et comment ça peut se traduire et pourquoi finalement vous parlez, Esther, de cela aujourd'hui, depuis quelque temps déjà et encore demain et auprès des jeunes en particulier. Et là, on a ouvert aux jeunes et moins jeunes, bien entendu, à tout le monde. Et voilà, c'est une vraie fierté pour moi comme pour l'ensemble de la majorité départementale, de la région, etc. Puisque Esther était déjà venue au mémorial et on s'était dit effectivement que si on pouvait l'écouter et l'entendre à nouveau, c'était très très bien. Donc voilà, je voulais pas être beaucoup plus longue et vous souhaiter une excellente soirée et un bon moment de partage, j'en suis convaincue. Merci Hermeline Malherbe, merci Madame la Présidente. Je voudrais qu'on remercie, qu'on applaudisse Madame la Présidente et ses services parce que vraiment, en 48 heures, à la demande de la radio, de Radio Aviva qui vient de s'installer à Perpignan, qui a axé sur la mémoire en partie, en tous les cas, en plus de la culture, nous avons cru que ça ne serait pas possible. Et pourtant, ça s'est fait. Et vraiment, grâce à cela, et je suis ravie vraiment et rassurée de voir une salle aussi complète, aussi pleine, avec des gens de tous âges. On le sait tous, c'est ensemble qu'on peut faire barrage à tous les extrémismes. C'est ensemble qu'on peut faire barrage à l'antisémitisme, au racisme. Et c'est ensemble, en se souvenant de ce qui s'est passé, que nous pouvons nous dire que l'homme peut faire ça, il peut le refaire. Restons tous vigilants. Merci à vous. Et je vais vous présenter Esther. Esther Dzik est née le 15 janvier 1928 en Pologne. Elle a été, je fais un raccourci bien entendu pour lui laisser la parole, et ses parents ont été déportés. Ils ont vécu en partie la rafle du Veldiv, elle y a réchappé. Elle a été déportée elle-même dans le convoi numéro 59 en 1943, le 2 septembre, de Drancy puis à Auschwitz. Et on va voir ensuite comment se déroule cette vie, cette déportation qui lui tombe dessus, parce que c'était des gens qui n'étaient ni pratiquants, ni si j'étais inscrit comme ça dans la vie quotidienne, et vraiment sans aucune
imagination que ça pouvait arriver un jour. Voilà, c'était une jeune fille, elle va vous le raconter. Et elle a été déportée, elle a vécu Auschwitz, elle en a réchappé, heureusement. Elle a fait une promesse, elle va nous dire, une promesse à sa sœur. Et c'est ce qui fait qu'elle témoigne inlassablement et qu'elle est capable, à son âge magnifique, on lui souhaite 120 ans, de se mobiliser en 2 jours pour venir vous parler et parler à des collégiens et des lycéens. Merci Esther. Merci. Bien, écoutez, je vais vous parler déjà mes parents étaient arrêtés pendant ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. Donc mes parents, à ce moment-là, il y avait juste dans l'appartement, il y avait mon père, ma mère et mon petit frère qui avait 11 ans. Donc ils ont été arrêtés pendant la rafle du Veldiv, c'est-à-dire le 16 juillet 1942, et ils ont été déportés au mois d'août. Au mois d'août 1942, ils ont été déportés donc tous les trois à Auschwitz directement. Et à l'époque, évidemment, les transports arrivaient directement dans, chose qu'on ne savait pas à l'époque, directement dans les chambres à gaz. Il n'y avait pas de sélection à ce moment-là. Tous les transports qui arrivaient sur le quai, ce qu'on appelait à Auschwitz la Judenrampe, le quai des Juifs, il y avait la sélection et les premiers transports arrivaient directement parce que le camp commençait à peine à fonctionner. Alors finalement, moi, je me suis... avec ma sœur, on a échappé à cette rafle du Veldiv. Et puis finalement, j'ai essayé de faire le tour du quartier pour voir si je retrouvais des membres de la famille. J'ai retrouvé personne. Finalement, disons que j'ai traîné la galère pendant pratiquement 1 an à me cacher pour pas me faire arrêter. Vous savez, c'était pas évident hein, de vivre caché à cette époque-là avec toute la police qui faisait des rafles dans la rue, qui demandait les papiers d'identité. Alors disons que moi, à l'époque, en 42, j'avais 14 ans, j'avais quand même une taille d'adulte. Bon, enfin, à l'époque, ils avaient ouvert une exposition qu'on avait appelée Le Juif et la France, une exposition de caricatures pour que les gens dans la rue puissent reconnaître les Juifs. Alors, vous voyez la chance que j'avais, je ne devais pas correspondre à la caricature, donc je passais quand même inaperçu. Et puis finalement, de traîner la galère pendant 1 an à droite à gauche, j'ai fini un jour par me faire arrêter à la sortie d'un métro, parce qu'on avait quand même beaucoup de restrictions, on n'avait pas le droit de sortir après 20 heures, on n'avait pas le droit, dans les transports en commun, on avait le droit que de prendre le dernier compartiment, enfin, on avait quand même beaucoup d'interdits, on n'avait pas le droit dans les lieux publics, et puis finalement, à la sortie du métro Saint-Paul, en face de l'hôtel de ville, il y avait un simple contrôle de police. Vous voyez, dans la rue, ils arrêtaient les gens, parce que quand il y a eu les lois pour ce qu'on appelait les questions juives, on a été se faire recenser, et il y avait le tampon juif sur les papiers d'identité. Alors évidemment, la police française, elle demandait les papiers d'identité, un contrôle d'identité, quoi. Ceux qui avaient le tampon, évidemment, étaient arrêtés immédiatement. Et là, moi, en sortant du métro, il y avait 2 policiers à la sortie du métro qui demandaient, c'était pas une rafle, hein, c'était simplement un contrôle d'identité. Alors, les gens sortaient un par un, montrant leur carte d'identité, ceux qui étaient en règle, ils passaient. Et puis quand ils sont arrivés à mon tour, ils m'ont demandé mes papiers. Alors je dis, moi je suis désolé, à l'époque, à 15 ans, on n'avait pas de papier d'identité, c'était pas obligatoire. Je dis, j'ai pas de papier d'identité, c'est pas obligatoire. Alors ils m'ont demandé comment je m'appelais. Alors je ne voulais pas leur dire mon nom parce que j'avais un nom à consonance étrangère. Puis ils m'ont demandé où j'habitais, parce qu'à l'époque j'habitais j'ai habité pendant quelques mois dans un orphelinat. Alors je n'allais pas leur dire c'était un orphelinat, parce que quand les lois de Vichy sont sorties, les premières lois ne concernaient que les juifs d'origine étrangère. Alors les parents qui avaient été étrangers avaient été arrêtés et déportés, mais les enfants avaient été placés dans les orphelinats, parce qu'eux ils étaient français.
Donc je me suis retrouvé quelque temps dans cet orphelinat, et c'est là qu'on m'avait envoyé faire une course, le directeur de l'orphelinat, donc rue de Rivoli, en face de l'hôtel de ville, à la sortie du métro. Donc il y a eu ce contrôle. Et puis comme je voulais pas leur dire mon nom, que je voulais pas leur dire où j'habitais, bien sûr que je n'allais pas leur dire que j'habitais dans un orphelinat. Donc ils m'ont dit, bah, puisque tu ne veux pas répondre, on va t'emmener au commissariat, d'ailleurs qui existe toujours, juste en face de l'hôtel de ville. Et puis là, en étant bien secoué au bout d'un moment, j'ai fini quand même par donner mon nom. Alors comme il y avait eu le recensement, parce que les premières lois de Vichy, il fallait aller se faire recenser, donc dans tous les commissariats, ils avaient les doubles des fiches de recensement. Donc moi, je figurais pour être arrêté avec mes parents. Donc ils m'ont gardé au commissariat. Et le soir, il y a un quart de police qui est arrivé, qui a fait le tour de tous les commissariats pour ramasser tous les gens comme moi qui avaient été arrêtés. Et là, je me suis retrouvé à Drancy, au camp de Drancy. Alors là, c'était le 25 août. Le 25 août 1943. Je me suis retrouvé à Drancy. Alors là, évidemment, ça a été le premier traumatisme, parce que quand on arrivait à Drancy, qui était gardé par la gendarmerie française, il y avait la baraque de fouille. Alors, il fallait se déshabiller entièrement pour se faire fouiller. Alors, vous savez, à l'époque, quand on avait 14-15 ans, on n'avait pas l'habitude de se déshabiller comme ça pour se faire fouiller par des hommes. Hein. Alors là, ça a été déjà le premier traumatisme. Puis, vous savez, quand j'étais arrêté dans le car, tous les gens qu'ils avaient ramassés dans le commissariat, tout le monde se lamentait, pleurait. Et puis moi, j'avais toute une autre réaction. Je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. Vous savez, je me faisais vraiment des illusions. Hein. Alors là, ça a été le premier traumatisme déjà d'arriver, mais enfin, je suis resté très peu de temps, puisque je suis arrivé le 25 août, et j'ai été désigné pour faire partie du prochain transport qui devait quitter Drancy, soi-disant pour aller travailler dans les camps de travail en Allemagne, parce qu'on ne parlait pas de camps de concentration, on parlait de camps de travail. Alors on était un peu surpris, parce que la majorité des gens qui se trouvaient au camp de Drancy, c'était des femmes, des enfants, des personnes âgées. Bah, on se posait la question en disant qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gens-là dans un camp de travail. Alors pour nous rassurer, nous disaient les gendarmes, oh, ne vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler, le soir ça sera un regroupement familial. C'était la seule explication qu'on avait. Et là, j'ai été désigné, donc à partir du 25 août, j'ai été désigné pour faire partie du prochain transport qui quittait Drancy le 2 septembre 1943. Alors le 2 septembre 1943, donc on a été mis de côté, bien sûr, et puis on a été envoyé donc à la gare de Bobigny. Alors il faut vous dire que chaque transport qui quittait la France devait être d'un minimum de 1000 personnes. Tous les transports, c'est un minimum. Hein. Alors des fois, vous savez, entre 42 et 43, il y a eu quand même pas mal de déportations, parce que chaque transport portait un numéro. Vous voyez, moi, mes deux frères qui avaient été internés en 41, ils sont partis avec le transport numéro 4 en juin 42. Alors il y avait déjà 3 transports qui étaient partis. Et moi, dans le transport dans lequel je suis parti, portait le numéro 59. Alors, vous voyez le nombre de personnes en un an de temps qui étaient déjà parties. Et alors, comme ils avaient toujours besoin d'un minimum de 1000 personnes et qu'il n'y avait pas toujours 1000 personnes de disponibles, parce que dans le camp de Drancy, vous aviez beaucoup de femmes avec des enfants, mais c'est des femmes de prisonniers de guerre. Donc elles étaient privilégiées. Ils n'avaient pas pas encore l'ordre de les déporter. Donc il y avait beaucoup de gens qui étaient à Drancy, mais n'avaient pas toujours les 1000 personnes de disponibles pour être déportées. Alors ils ont été dans une maternité qui dépendait de la fondation Rothschild. Il y avait des femmes qui venaient d'accoucher, et à côté il y avait une maison de retraite où ils ont sorti quelques personnes très âgées pour compléter les 1000 personnes pour faire ce transport. Donc on est arrivé à pied jusqu'à la gare de Bobigny qui était à proximité, et là il y avait un train très très long avec des wagons à bestiaux, et là ils nous ont précipités dans ces wagons à bestiaux à 50-60 personnes par wagon. Alors, vous voyez la taille d'un wagon à bestiaux. Hein. Alors là, ils nous ont mis, comme c'est le 2 septembre, il faisait très chaud. Alors, ils nous ont mis un seau avec de l'eau, et ils nous ont mis un tonneau pour les besoins hygiéniques, et ils ont fermé les portes. Hein. Ah, on a voyagé comme ça pendant 3 jours. Hein.
Alors, vous voyez, le premier jour, les bébés, les femmes qui venaient d'accoucher, les bébés qui hurlaient, les personnes qui avaient sorti de la maison de retraite, qui ne pouvaient pas être comprimées, là, donc on se serrait davantage pour qu'elles puissent s'asseoir par terre. Enfin, ça a été vraiment une catastrophe et une nuit épouvantable. Alors, il y avait quand même des hommes avec nous qui prenaient les enfants, parce que dans les wagons à bestiaux, vous avez une petite lucarne qui était grillagée pour les faire respirer. Enfin, ça a été vous savez, c'est difficile à raconter quand on voyage 3 nuits comme ça. Alors évidemment, le premier jour, le seau d'eau, il a été vite épuisé, hein, tout le monde avait soif. Hein. Et puis la deuxième, alors déjà la première nuit, il y a déjà quelques personnes âgées qui sont décédées, des bébés également. Et puis la deuxième nuit, bah, ce fameux tonneau, il y avait une dame qui était dans le wagon avec nous, qui avait une couverture qui avait essayé de camoufler pour avoir un petit peu d'intimité. Bah, le deuxième jour, avec les soubresauts du train, bah, le tonneau a fini par se renverser. Alors vous dire dans quelles conditions on est arrivé quand le train s'est arrêté sur ce fameux quai. Alors on est arrivé au petit matin, 3 jours après. Et là, on est arrivé sur un immense quai qui faisait des kilomètres. Alors ils avaient appelé le quai, ils appelaient ça la Judenrampe, la rampe des Juifs. Alors là, évidemment, les portes se sont ouvertes. Et puis c'est là qu'on a vu arriver les premiers Allemands, les femmes. Il y avait, vous savez, il y avait des régiments de femmes allemandes, des militaires. Puis il y avait des capots. Les capots, c'était les chefs du camp, là. Bon, alors évidemment, pour faire descendre tout le monde des wagons à bestiaux à coups de matraque, vous savez, dans un wagon à bestiaux, il n'y a pas de marchepied. Alors, vous savez, les gens, à coups de matraque, eh ben, ils tombaient, ça a été une pagaille. Alors, vous avez certainement dû voir dans les documentaires, quand on voit là, enfin, je suppose que vous avez dû voir dans les documentaires, quand on voit l'arrivée de ces trains sur le quai. Alors, avec les Allemands qui étaient très bien organisés, ça a été vite fait de rassembler tout le monde sur le quai. Hein, en ordre. Et puis là, on a vu arriver alors ce qu'on a appelé, ce qu'on a reconnu, les premiers déportés, c'était des commandos spéciaux qui venaient récupérer les bagages et puis sortir les personnes qui étaient mortes dans les wagons. Et alors, ils n'avaient pas le droit de nous parler, bien sûr, mais furtivement, parce que vous aviez des femmes qui avaient des bagages à main, vous savez, qui portaient un sac à main ou des choses comme ça, qu'elles avaient gardé avec elles. Les bagages étaient restés dans les wagons, mais presque toutes les femmes avaient un sac à main. Alors, eux, ils étaient là pour récupérer aussi les bagages à main. Alors, ils passaient derrière nous, ces hommes, c'était des déportés, c'était un commando spécial. Ils passaient derrière nous en nous disant: ne prenez pas d'enfants avec vous, donnez-les aux personnes âgées. Alors, on ne comprenait pas. Parce que vous savez, dans ces wagons, vous aviez des femmes qui avaient plusieurs enfants. On en prenait un pour libérer un peu ces femmes qui étaient débordées. Hein. Alors finalement, ils ont ramassé tous les bagages à main, ils sont partis. Et à ce moment-là, il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur. Alors sur le quai qui faisait des kilomètres, je serais incapable de dire quelle longueur il avait, il y avait des camions qui étaient stationnés avec une croix rouge, comme des camions sanitaires. Hein. Alors il y a un Allemand qui est arrivé avec un haut-parleur en disant les femmes, les enfants, les personnes âgées, le camp est à quelques kilomètres, ils peuvent monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors évidemment, tout le monde s'est précipité vers les camions. Et puis nous, on a été encadrés par les femmes SS, tout un groupe, à peu près 200 femmes. On a été encadrés en disant vous bougez pas, vous restez là. Ils ont fait la même chose du côté des hommes. Ils ont fait un rassemblement de 200 tonnes, je crois, de l'autre côté du quai. Et puis finalement, et à l'autre bout du quai, il y avait trois Allemands avec un chien. Et il y en avait un qui avait une badine à la main. Alors, ils nous ont fait défiler une par une devant cet Allemand qui avait la badine. Les 200 femmes, là, on a défilé une par une. Alors, évidemment, ils nous regardaient des pieds à la tête et avec sa badine, il faisait un geste à droite, à gauche. Alors, moi, j'étais dans une file de droite et puis il y en avait d'autres qui passaient qui étaient mis dans la file de gauche. Et là, on a été sélectionnés à 106 femmes. Et toutes les autres qui étaient dans l'autre file ont été renvoyées vers les camions. Ils avaient décidé, on l'a su après pourquoi cette sélection, parce que moi je me suis trouvé dans les 106 femmes par hasard, hein, parce qu'ils se sont arrêtés à ce chiffre-là, parce qu'il y avait des femmes derrière moi qui ont été certainement plus capables que moi. Moi j'avais 15 ans quand je suis arrivé au camp. Hein.
Et puis finalement, le côté des hommes, là, les 230 hommes, eux ont été envoyés directement à Varsovie parce qu'il y avait le ghetto de Varsovie qui s'était révolté. Donc ils les ont envoyés là-bas pour nettoyer le ghetto de Varsovie. Les 230 hommes. Comment? C'était une main-d'œuvre. Oui, oui, c'était la. Alors finalement, une fois que tous les camions étaient pleins, les camions sont partis. Et puis nous, les 106 femmes, on est partis à pied en direction du camp de travail. Alors là, on est arrivé devant le camp de Birkenau, puisque Auschwitz c'était un camp qui était plus loin, à plusieurs kilomètres. Là, ils en ont fait un musée. Ah, enfin, maintenant, après la guerre, ils en ont fait un musée. Mais là, nous, on arrivait directement au camp de Birkenau. Alors, vous voyez les photos que vous voyez de l'entrée du camp, vous voyez des rails. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. On arrivait directement devant le portail. Alors là, le portail s'est ouvert. Alors là, on a vu une fumée nauséabonde avec des odeurs, on ne comprenait pas. Et puis moi, au camp de Drancy, j'avais fait la connaissance d'une jeune femme, Marie. On a été les deux seules survivantes que j'avais connues au camp de Drancy, qui était parmi les 106 femmes. Donc, alors, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette fumée? Je dis, on nous a parlé d'un camp de travail, ça doit être des usines. Oui, hein, quand vous voyez quelque chose qui fume et puis qu'on nous parle d'un camp de travail. Et puis au fur et à mesure, quand on a commencé à marcher, parce qu'il y avait aussi une exception au camp de Birkenau, on n'avait pas le droit de marcher, il fallait courir. Il fallait toujours être en mouvement. Il fallait courir. Alors avec les capots derrière, avec les matraques, alors on a commencé à l'allée centrale qui faisait, je ne sais pas, 12 km, je crois, l'allée centrale. Alors on a commencé à courir, alors là, on se demandait dans quel enfer on était arrivé, parce qu'on voyait des femmes qui avaient l'air au loin de véritables squelettes ambulants, avec les chiens qui couraient après. On voyait des cadavres sur le côté dans les fossés qui n'étaient pas ramassés. Alors on se demandait dans quel enfer on était arrivé. Finalement, on est arrivé au bout de cette allée centrale. On nous a fait rentrer dans un bâtiment. Et là, on nous a dit de nous déshabiller, qu'on allait prendre une douche. On était contents parce que dans l'état de saleté dans lesquels on est arrivé, alors nous, comme on était sélectionnés pour les travaux forcés, on a pris une douche. On peut dire une douche froide, mais enfin on a pris une vraie douche. Et puis là, une fois que la douche a été terminée, on nous a remis dans un autre bâtiment. Et là, il y avait des grandes tablées avec des hommes derrière. Enfin, c'était des portés de droit commun, c'était pas des juifs, hein, mais c'était quand même des prisonniers. Alors là, ils ont commencé par nous raser entièrement et nous tatouer un numéro sur le bras, en nous disant que maintenant nous n'avions plus d'identité et que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro, mais en allemand. Vous savez, quand vous ne parlez pas l'allemand, et puis qu'on vous colle un numéro de 5 chiffres sur le bras, c'est pas évident. Alors, il y avait les femmes allemandes là, qui passaient dans les rangs, qui au hasard demandaient à une femme comment tu t'appelles. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom. Là, ils étaient immédiatement matraqués parce que c'était le numéro qu'il fallait qu'elle donne. Alors, vous savez, on apprend vite dans ces conditions. Alors là, une fois que tout ça a été terminé, les hommes qui étaient toujours là, on leur demande, mais les gens qui sont montés dans les camions, parce que vous dire, il y a 650 personnes qui sont montées dans les camions. Alors on leur dit, les gens qui sont montés dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Alors là, on a eu l'histoire du camp tout de suite. 2 heures après, on était au courant de tout ce qui se passe. Alors, les camions arrivaient directement devant ces fameuses douches. Enfin, ce n'était pas les mêmes que nous. Alors, eux, les Allemands, ce qu'ils avaient peur, c'était surtout de la panique. Vous savez, quand vous voyez toutes ces femmes, ces enfants traîner comme ça, à courir tout le long de l'année. Alors, eux, ce qu'ils craignaient la panique, ils leur disaient dans ce fameux hall où ils les faisaient rentrer, il leur disait vous avez des porte-manteaux qui sont numérotés, relevez le numéro de votre porte-manteau, comme ça, quand vous aurez pris la douche, vous récupérez vos vêtements. Donc, les gens étaient confiants. Donc ces 650 personnes rentraient dans ces fameuses douches, et là c'était des chambres à gaz. Ils avaient fait des ouvertures sur les toits, grillagés, puis les Allemands montaient avec les masques à gaz, et là ils envoyaient donc les gaz directement. Et là il y avait des commandos spéciaux, ce qu'on appelait les Sonderkommandos, donc d'ailleurs qui avaient 3 semaines d'existence de vie, parce qu'ils les remplaçaient au fur et à mesure, parce que eux, ils savaient ce que c'était qu'un crématoire. Alors eux,
les 650 personnes qui sont rentrées étaient gazées immédiatement, et ces commandos venaient sortir les corps pour les emmener au crématoire. Alors nous, on se regardait déjà, nous pendant la guerre ou avant la guerre, nous les chambres à gaz, on n'en avait jamais entendu parler. Hein. Et puis le crématoire, pareil, je ne savais pas si ça existait à l'époque. Alors on leur demande, mais c'est quoi un crématoire? Alors ils nous ont dit, ah, bah, un crématoire, c'est comme un four de boulanger. Voilà l'explication qu'on a eue. Puis là, ils ont commencé à nous dire, vous ne faites pas d'illusions. Ici, vous êtes rentré par la porte, mais vous n'en sortirez que par la cheminée. Il n'y a aucune chance de survie. La survie, selon le travail que vous allez avoir à faire, ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois. Mais enfin, il y a aucune espérance de survie à longue échéance. Hein. Alors, en nous disant, enfin, en nous racontant la vie du camp. Alors, une fois que tout ça a été terminé, on nous a envoyés vers les baraques. Alors, vous savez, le camp de Birkenau fait à peu près 175 hectares. Hein. Alors, vous voyez, il y avait des centaines. Vous avez certainement dû voir dans les informations, des fois, on montre la vue du camp de Birkenau. Alors, il y a des milliers de baraques. Donc, on nous a mis dans une baraque. Et là, les baraques, elles contenaient 800 personnes, hein, avec des chalits sur 3 niveaux. Alors, vous voyez, c'était des chalits qui faisaient la taille d'une cage à lapin. Alors, évidemment, on était 6 par chalit, sur 3 niveaux. Ça fait qu'on était 18 en hauteur. Alors, évidemment, alors, le chalit du bas, c'était une dalle en béton avec une paillasse. Le chalit du premier, on ne pouvait pas se tenir assis parce qu'on avait celui du dessus qui nous tombait sur la tête. Alors là, on était 6 à dormir tête bêche dans ce chalit. Et le matin, il y avait les chefs de bloc. Les 3 quarts, c'était ou des Polonaises ou des Ukrainiennes, qui étaient les chefs de bloc, qui venaient à coups de matraque nous faire sortir des chalets pour aller à l'appel. Alors évidemment, fallait déjà faire le tour des baraques pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Parce que vous savez, il y en avait qui étaient déjà là avant nous. Alors, vous savez, dans la nuit, il y en avait qui montaient se coucher puis qui mouraient dans la nuit. Alors, les autres, pour avoir la place, ils les balançaient par-dessus bord, quoi. C'est le cas de dire. Alors, il fallait déjà faire le tour de la baraque pour sortir les personnes qui étaient mortes dans la nuit, pour les aligner à l'appel, parce que si on était rentré à 800 dans la baraque, il fallait qu'ils trouvent les 800 personnes. Fallait sortir. Alors on comptait les morts. Et là, pour comptabiliser le camp de Birkenau, vous savez, des centaines et des centaines de baraques, ça durait des heures. Alors il fallait rester debout, sans bouger. Celles qui tombaient, on n'avait pas le droit de les ramasser. Et celles qui ne sortaient pas à l'appel parce qu'elles étaient déjà grabataires, l'après-midi, il y avait la charrette qui passait, qui les emmenait au crématoire. Dès l'instant où elles n'avaient pas été à l'appel, c'est qu'elles ne pouvaient pas aller travailler, donc elles étaient inutiles. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, quand il y a eu la sélection des 106 femmes, dès l'instant où il y avait un transport qui arrivait, et s'il y avait une centaine de femmes qui étaient mortes, ils sélectionnaient les 100 femmes qu'ils avaient besoin. C'était juste pour le remplissage, quoi, pour renouveler le bétail. Alors finalement, on était à l'appel le matin. Alors évidemment, ça durait des heures parce qu'on comptabilisait des centaines de baraques. Il fallait qu'ils retrouvent leur compte. Et ensuite, on allait à la cuisine chercher l'eau, le café, l'eau colorée qui nous servait de petit déjeuner. Et là, on avait le droit à une tranche de pain. Vous savez, ils avaient des petits pains noirs, une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et là, on était désignés, comme on venait d'arriver, qu'on était relativement en bonne santé, pour aller travailler dans ce qu'ils appelaient des commandos extérieurs. Pour aller travailler sur des chantiers à l'extérieur du camp, à 1 kilomètre du camp. Alors là, quand on sortait du camp, toujours pareil en courant avec la capot derrière, et là, on avait les SS qui nous encadraient, parce que comme on sortait du camp, on était encadré par les SS. Alors, on arrivait sur le chantier qui se trouvait à 1 kilomètre, et là, on nous donnait des grandes brouettes, ce qu'on appelait des tragues, des grandes brouettes en bois, avec 2 manches devant et 2 manches derrière. Il fallait mettre des matériaux
de construction dedans. Alors des planches de bois, des planches de fil de fer, enfin des matériaux de construction qu'il fallait. Alors on portait ça à 4, qu'il fallait ramener ça au camp. Donc on faisait le kilomètre, on ramenait ça au camp, on vidait comment ça s'appelle, la brouette, et on recommençait. On faisait ça 12 heures par jour, les allers-retours comme ça. Alors évidemment, quand on arrivait au camp, il y avait toujours le SS qui faisait la sélection, parce qu'on ramenait des femmes qu'on traînait qui ne pouvaient plus marcher. Alors finalement, là ça a été la première période la plus pénible, c'est que les femmes, les gens qui montaient dans les camions, quand ils y arrivaient, ils ne savaient pas où ils allaient. Mais quand on revenait du travail et puis qu'on traînait ces femmes, elles étaient mises de côté. Elles savaient qu'elles allaient directement au crématoire. Alors là, toutes ces femmes qui étaient mises de côté, on les entendait hurler. Et nous, on rentrait, on avait toujours ce SS avec sa badine qui faisait la sélection. Alors, mais des fois, ils ne nous regardaient même pas. C'était sa baguette qui bougeait, hein, ils ne nous regardaient même pas. C'était au hasard. Hein. On restait debout en attendant que la charrette vienne pour emmener ces femmes qui hurlaient. Alors, vous savez, il faut supporter. Hein. Enfin, finalement, donc on est arrivé en septembre et j'ai travaillé dans ce commando jusqu'au mois de décembre 43. Et au mois de décembre 43, on allait toujours donc le soir, on allait dans ces fameuses latrines. Alors c'était une baraque avec des centaines de trous qui étaient creusés. Je sais pas, non, il n'est pas dedans. Alors c'était les mêmes baraques que nous, il y avait des centaines de trous qui étaient creusés tête bêche. Alors vous voyez, pour contenir 800 personnes. Et là, on avait l'occasion de rencontrer les autres déportés qui étaient dans les autres baraques qu'on ne connaissait pas. Nous, on connaissait que celles qui dormaient avec nous, qui travaillaient avec nous, on ne connaissait pas les autres. Donc, les autres personnes avaient l'autorisation, donc le soir, quand on rentrait du travail, d'aller dans ces fameuses latrines pour faire nos besoins. C'était le seul moment. Alors, vous savez, comme les 3 quarts avaient la dysenterie, j'aimais vous dire que c'était vite rempli. Alors, excusez-moi, on avait baptisé cette baraque Radio Chiotte, elle portait bien son nom. Hein, parce que comme à partir de 1943, les Allemands avaient pratiquement occupé toute l'Europe. Il y avait des transports qui arrivaient de l'Europe entière. Donc on avait des nouvelles fraîches. On savait que les Allemands commençaient à reculer. On savait enfin tout ce qui se passait par les nouveaux transports qui arrivaient. Et un soir, au mois de janvier, au mois de décembre, ma sœur, que j'avais perdue de vue au mois de le 16 juillet 42, moi je ne l'ai pas reconnue, moi ça faisait que 3 mois. Et vous voyez, au bout de 3 mois, sur les 106 femmes, il ne restait plus que 50. Hein. En 3 mois, il y en avait déjà la moitié qui était morte. Alors finalement, ma sœur est arrivée, parce qu'à chaque fois que dans le camp, il y avait quand même des bruits qui couraient, on savait qu'il y avait des transports qui arrivaient, donc quand les autres baraques savaient qu'il y avait des transports qui venaient de France, ils venaient dans les fameuses latrines, puisque c'est là qu'on pouvait se retrouver, hein, pour voir s'il y avait des membres de famille de là. Ma sœur est arrivée. Elle avait été arrêtée au mois de novembre 42, elle a été déportée en février 43. Donc moi, ça faisait 9 mois que ma sœur était déjà au camp. Moi, je ne l'ai pas reconnue, hein, elle était méconnaissable déjà. Alors, c'est elle qui m'a reconnu. Alors, évidemment, les retrouvailles, ça n'a pas été évident hein, de retrouver ma sœur là-bas dans le camp. Alors, quand elle m'a demandé où je travaillais, que je lui avais dit que je travaillais dans les commandos extérieurs, elle savait très bien qu'au mois de décembre, au mois de janvier, on ne pouvait pas tenir le coup, hein, travailler dans la neige, dans les conditions où on était. Alors elle a fait la connaissance d'une jeune femme qui avait été déportée de Belgique, Mala, qui servait d'interprète auprès des Allemands, comme elle parlait plusieurs langues, et c'est elle qui avait le fichier des commandos. Alors, vous savez, comme il y avait tellement de gens qui mouraient, elle avait quand même des facilités pour falsifier les fiches. Donc elle a réussi à me faire sortir avec mon ami Marie de ce fameux commando et nous mettre travailler à l'intérieur du camp. Alors là, il y a la photo là. Alors c'était une baraque où on faisait du tissage. Oui, c'est ça. Enfin, on peut pas. C'était une baraque où on faisait du tissage. Hein. Alors, ils nous fournissaient des matériaux, des bandes de tissu, des bandes de fil de fer, et il fallait faire des cordes. Alors, des cordes très, très, très serrées.
et qu'on devait enrouler sur des grandes roues, vous savez, comme des rouleaux électriques. Alors, on devait faire à peu près un minimum de 12 mètres par jour, mais sans bouger, hein. Alors évidemment, 12 heures à faire ça sans bouger, sans manger, sans rien, vous aviez des femmes qui s'écroulaient, hein, qui ne pouvaient plus supporter. Donc les capots venaient vérifier si on avait fait le métrage voulu, et celles qui n'avaient pas réussi à... Et celles qui n'avaient pas réussi à le faire, elles les faisaient sortir des baraques et leur faisaient faire des pompes dans la neige, comme punition. Alors ça, il y en a beaucoup qui ne se relevaient pas. Et alors là, on avait aussi le problème, alors là, c'était quelque chose d'épouvantable, comme on était couvert de vermine, entre les poules, les punaises, enfin, tout ce qu'il pouvait y avoir là-dedans. Alors, on avait la désinfection. Alors, en 1944, ils ont quand même construit une baraque pour la désinfection, une baraque couverte. Mais nous, quand on est arrivé en 1943, la désinfection, il fallait qu'on sorte des baraques, qu'on sorte les paillasses, les couvertures, nos vêtements. Et on était toutes nues devant les baraques en attendant que les vêtements reviennent de la désinfection. Alors, vous voyez, quand on passait la nuit, toute nue, en plein hiver, hein, en attendant que les vêtements arrivent de la désinfection, alors quand ils arrivaient, ils étaient humides, alors ils nous balançaient tous les tas de chiffons, enfin des vêtements qu'on portait, par terre dans la neige, et il fallait se précipiter pour trouver quelque chose à sa taille, si vous voulez. Alors, vous voyez, enfin, le système du camp. Et là, je suis resté avec mon ami Marie, donc dans ce commando à l'intérieur du camp. Et arrivé au mois d'avril, mars-avril, ils nous ont fait sortir parce que les fameuses rails, vous savez, quand on est arrivé sur le quai, là, qu'on arrivait, ce qu'on appelait la rampe des Juifs, il y avait les rails du chemin de fer. Ils nous ont fait défaire les rails pour les faire mettre devant l'entrée du camp. Vous voyez les photos qu'on voit du camp, on voit les rails. Mais à l'époque, il n'y en avait pas, nous, quand on est arrivé. Ils nous ont fait démonter les rails pour les mettre devant l'entrée du camp. Et les rails devaient arriver jusque devant les chambres à gaz. Et ça, c'était pour les premiers transports qui arrivaient de Hongrie. Alors évidemment, là, le train arrivait directement sur les rails, arrivait directement devant les chambres à gaz. Alors moi j'étais dans le bloc 27, vous voyez, je me rappelle. Alors c'était le dernier bloc de l'allée. On avait une petite rangée de bouleaux, vous voyez, des arbres. Et puis derrière, il y avait le crématoire. Alors on voyait quand même au travers, et on voyait tous ces gens, ces femmes hongroises qui attendaient avec leurs enfants devant le crématoire là, pour rentrer devant les chambres à gaz. Et qu'est-ce qu'on pouvait dire? Puis le nombre de femmes qui essayaient de se suicider, alors vous savez, les barbelés étaient électrifiés. Alors, et puis au-dessus, il y avait des Allemands avec dans les miradors. Or, sitôt qu'ils voyaient une femme qui s'approchait, elles étaient happées par l'électricité. Et puis les Allemands qui étaient dans le mirador, et ben, ils tiraient dessus. Et puis les Allemands, quand il y avait des femmes qui arrivaient avec des bébés et tout, ben, ils faisaient le tir au pigeon avec les bébés. Ben voilà, c'était ça la vie au camp. Et on est arrivé comme ça jusqu'en mars, avril 1944. Et puis là, entre le travail et tout ça, on avait un petit moment de délai. J'allais donc voir ma sœur dans sa baraque, hein, pendant 5 minutes qu'on avait de liberté. Puis un jour, j'arrive dans la baraque et ma sœur n'était pas là. Alors je demande aux autres femmes, où elle est ma sœur? Elle m'a dit, elle n'a pas pu se lever. Parce que ma sœur, ça faisait quoi, hein, 11 mois qu'elle était au camp, elle, déjà. Elle avait eu l'avantage, si vous voulez, son commando, quand il était arrivé à Auschwitz, ils les ont mis travailler dans une baraque pour faire de la couture. Donc elle a jamais été aux intempéries. C'est peut-être ce qui lui a permis de tenir aussi, hein. Alors que quand j'ai vu qu'elle n'était pas dans la baraque, elle m'a dit, ils l'ont envoyée à l'infirmerie. Je me suis précipité à l'infirmerie. Et j'ai trouvé ma sœur allongée sur une paillasse qui crachait du sang, qui avait des plaies partout, qui avait été mordue par un chien, elle était infectée de partout. Alors je lui dis, tu sais Fanny, tu ne peux pas rester là, parce qu'on savait que quand on n'avait pas un appel, le soir on ne les retrouvait pas. Elle me dit, écoute, moi c'est fini pour moi, je suis arrivé au bout du rouleau, j'ai fait tout mon possible pour tenir le plus longtemps possible. Elle dit, maintenant c'est fini, j'irai pas plus loin.
Alors elle me dit, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, parce que bien sûr on avait des nouvelles de la guerre, et on savait que les Allemands ils reculaient de partout, hein. Elle dit, toi t'es jeune, t'as l'air de tenir le coup. Alors c'est là qu'elle s'est soulevée un petit peu, elle m'a pris dans ses bras, puis elle m'a dit, écoute, essaie de tenir le plus longtemps possible. Elle me dit, fais tout ton possible pour essayer de revenir, et si tu reviens, tu me promets, elle me l'a répété je ne sais combien de fois, tu me promets de raconter tout ce qui nous est arrivé ici, tout ce que les hommes ont été capables de nous faire, hein. Elle dit, tu me promets pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Puis finalement, ben, il a fallu que je m'en aille, hein, pour aller à mon travail. Et puis quand je suis revenu, bah, malheureusement, ma sœur n'était plus là, hein. Ah, vous savez, ça a été une période difficile. Et là, ça s'est passé donc en avril 44. Alors là, évidemment, j'étais avec mon ami Marie. Alors vous savez, on se remontait le moral mutuellement, hein. Alors, elle me disait, tu vas pas te laisser couler maintenant, on arrive au bout, on arrive presque au but, vous savez, parce qu'on avait quand même des nouvelles, on savait, dans le camp se transformait à, à une allure rapide, parce que tous les transports qui arrivaient après en 44, comme les Allemands commençaient à perdre la guerre, ils avaient besoin de main-d'œuvre dans les usines, donc ils venaient chercher de la main-d'œuvre dans les camps pour remplacer les Allemands qu'ils envoyaient au front. Alors, seuls les transports qui arrivaient à partir de 1944 restaient très peu de temps à Birkenau. Et ensuite, elles étaient envoyées dans les usines d'armement. Donc, elles quittaient le camp. Alors, on voyait, vous savez, le camp changeait d'allure. C'était pas du tout le même fonctionnement. Vous voyez, par exemple, ce que je vous disais là, quand on avait les vêtements qui allaient à la désinfection, ils avaient fait quand même après une baraque où la désinfection se faisait à l'intérieur. Donc, les gens attendaient à l'intérieur. Mais nous, en 1943, c'était pas du tout le même régime, hein. Alors finalement, on est arrivé comme ça jusqu'au mois d'août. Au mois d'août 44. Au mois d'août 44, là, il y avait le camp des Tziganes qui était à Birkenau aussi. Alors là, les Tziganes étaient là avec leurs familles, avec leurs enfants. Et c'est là que ce fameux docteur Mengele faisait les expériences sur les enfants Tziganes. Alors, on les entendait quand ils ramenaient les enfants. Ils les jetaient par-dessus les barbelés pour les rendre aux parents. Alors on les entendait hurler, ces gosses, parce qu'ils ont fait des drôles ils en ont fait, un jour, ils ont fait les enfants, ils les ont soudés. Vous voyez? Et ils les balançaient par-dessus les barbelés aux familles. Et alors là, au mois d'août 44, ils ont décidé de liquider le camp des Tziganes. Alors c'était en plein été, les fenêtres étaient ouvertes, des baraques. On a entendu hurler toute la nuit ces gens, ce camp des Tziganes qui a été liquidé au mois d'août. Puis finalement, nous, on est restés. Alors au fur et à mesure, je vous dis, les nouveaux convois arrivaient en transit, si vous voulez. Ils étaient envoyés directement dans les usines d'armement. Et puis nous, avec Marie, je ne sais pas pourquoi, on est restés. On est resté jusqu'au bout, on est resté jusqu'au mois de janvier 45. Alors, vous voyez, alors, on est resté 17 mois à Birkenau. Alors, vous voyez l'espérance de vie qui était de quelques semaines ou de quelques mois. On est resté 17 mois avec Marie à Birkenau. Et là, le 17 janvier au matin, il y a eu un grand branle-bas. Les capots sont arrivés en disant prenez vos affaires, votre couverture, on évacue le camp. Alors, comme les Russes, alors nous on a évacué le camp le 17 janvier et les Russes étaient déjà rentrés en Pologne. Et il y a un petit régiment de Russes qui sont arrivés tout à fait par hasard à Auschwitz. Ils ne savaient même pas que le camp existait. Et c'est là que, donc le 27 janvier, le camp a été libéré le 27 janvier par les Russes. Donc, quand on nous a mis dehors pour faire cette fameuse marche de la mort, vous avez beaucoup de personnes qui étaient grabataires qui sont restées et les Allemands nous disaient le camp va être miné, on ne laisse pas de survivants. Alors évidemment, tout le monde se précipitait pour sortir. Puis ceux qui ont eu de la chance de rester parce que ils ont été libérés à ce moment-là par les Russes. Et nous, on s'est trouvés sur la route, ce qu'on appelait la marche de la mort. Alors là, ils ont évacué tous les camps de Pologne, de la Haute-Silésie. Alors on s'est retrouvé à 52 000 personnes, en fait, de camps différents. Vous voyez, à marcher sur ce qu'on appelait la marche de la mort. Alors évidemment, le premier jour, on marchait en rang. On essayait de marcher comme on pouvait. On était encadré par les SS avec les chiens. Alors on a marché comme ça le premier jour. Le soir, on est arrivé
au bord de la route, il y avait une espèce de grange. Alors ils nous ont précipités là-dedans pendant quelques heures pour se reposer. Alors évidemment, on s'était couchés les unes sur les autres pour se réchauffer. Parce qu'au mois de janvier, vous savez, en ayant passé 17 mois à Birkenau, vous voyez dans l'état où on était, hein, pour faire cette marche. Et puis finalement, donc, on a dormi quelques heures. Il faisait à peine jour, on nous a remis sur la route. Alors évidemment, le lendemain, la colonne, elle n'était plus en ordre. Alors au fur et à mesure qu'on avançait, il y avait des personnes qui tombaient, hein, qui ne pouvaient plus avancer. Ben, le SS qui marchait le long, ben, ils arrivaient pour la personne qui était tombée, ils lui mettaient une balle dans la nuque. Toutes les personnes qui tombaient, une balle dans la nuque. Alors nous, on était obligés de les ramasser parce que les gens qui arrivaient derrière nous, ils butaient. Alors on était obligés de les ramasser pour les mettre au bord de la route, pour pas que les autres butent dedans. Alors cette marche de la mort, je serais incapable de dire, on est arrivé à Gleiwitz. Je crois que ça faisait à peu près une centaine de kilomètres. Donc on est arrivé à Gleiwitz au bout de quelques jours. Et là, c'était une gare de triage. C'était une gare de triage. Alors là, enfin, les survivants de cette marche de la mort, évidemment, je crois qu'il y en a eu plus de 2000 qui sont morts pendant cette marche. Et là, les survivants, alors, on a été dispersés dans différents camps. Alors là, il y avait des wagons, des wagons découverts, vous savez, qui transportent du charbon. Alors là, on a eu droit à un wagon découvert, évidemment, il neigeait, hein. Alors là, évidemment, on s'est retrouvés dans ces wagons à bestiaux découverts. Et là, notre transport est arrivé au camp de Bergen-Belsen, dans le nord de l'Allemagne. Alors là, le camp de Bergen-Belsen, c'est un véritable mouroir à ciel ouvert. Le camp de Bergen-Belsen a été libéré en avril 1945 par les Anglais. Alors ils ont réussi à sortir des survivants et ils ont été obligés de passer le camp au lance-flammes pour éviter les épidémies de typhus. Pour vous dire dans quelles conditions était ce camp de Bergen-Belsen. Et ce fameux camp de Bergen-Belsen, les femmes de prisonniers de guerre, vous savez, qui étaient à Drancy, ils ont été déportés en 1944 au camp de Bergen-Belsen avec leurs enfants. Alors là, évidemment, les baraques étaient pleines de cadavres que les Allemands n'évacuaient même plus, hein, parce que c'était vraiment la fin de la guerre, hein, qu'ils n'évacuaient même plus. Alors nous, on était couchés dehors, dans la neige, on est resté très peu de temps à Bergen-Belsen, et là, il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main-d'œuvre pour aller travailler dans les usines d'armement, mais dans le sud de l'Allemagne. Alors là, on nous a remis de nouveau à une centaine de femmes, qu'on a été sélectionnées pour aller travailler dans les usines d'armement. Alors là, évidemment, de nouveau dans des wagons à bestiaux. Alors là, ça a été catastrophique, parce que comme les Russes, ils avançaient vite, hein. Alors, vous aviez les Russes qui bombardaient les lignes de chemin de fer d'un côté, vous avez les Alliés qui bombardaient de l'autre, et nous étions enfermés dans les wagons à bestiaux. Alors, évidemment, alors on se dit, de se faire, à la fin de la guerre, de se faire mitrailler par l'aviation alliée. Alors, finalement, ils nous ont mis sur une voie de garage, le temps de réparer les rails. Vous voyez, le transport des Juifs était prioritaire, et on est reparti. On est arrivé donc dans un camp qui dépendait du camp de Flossenbürg, dans le sud de l'Allemagne. Et là, on a été mis dans un camp annexe. On a été travailler à peu près une semaine dans une usine d'armement. Et puis évidemment, l'usine a été bombardée. Et on s'est donc retrouvé bloqué dans ce camp dans l'annexe du camp de Flossenbürg. On y restait très peu de temps. Ils ont encore trouvé un train. Alors, vous voyez, tous les camps étaient déjà libérés, hein, depuis le mois d'avril. Ben, nous, là où on était, alors ils ont encore trouvé le dernier train disponible pour nous mettre dedans. Et on est arrivé dans ce train, on était une cinquantaine, pas plus. On est arrivé au camp de Mauthausen en Autriche. Alors, vous voyez, on a voyagé je ne sais combien de jours. Alors là, quand on est arrivé à la gare de Mauthausen, je crois qu'il y avait 6 km à faire pour arriver au camp. Et puis là, évidemment, on est parti à pied, on a passé des villages, les Autrichiens étaient au bord de leur maison pour nous voir passer. Là, ils nous jetaient des pierres. Puis quand le camp a été libéré, ils ne savaient pas qu'il y avait un camp à côté de chez eux, hein.
Alors, on est arrivé au camp de Mauthausen et là, on nous a mis sur la place d'appel. Mais alors là, au camp de Mauthausen, c'était plus des SS qui nous gardaient parce que les SS avaient été envoyés au front. Alors, c'était des vieux Allemands de la Wehrmacht là, qu'ils avaient mis là en tant que gardiens pour remplacer les SS. Alors, eux, ils étaient un peu plus coulants. Alors, ils nous ont mis sur la place d'appel en nous disant, vous allez vous déshabiller, vous allez prendre une douche. Alors, on s'est regardé, on a dit, bon, ça va, les douches, on connaît, hein. Alors, il dit, là, il n'est pas question. Euh, alors, il nous disait, non, 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 c'est des vraies douches. Vous savez, il y a des épidémies de typhus, vous êtes couverts de vermine, il faut aller aux douches. Enfin, ils ont parlementé, puis on a dit, bon, de toute façon, on n'ira pas plus loin, on reste sur la place d'appel, vous ferez de nous ce que vous voulez, mais on ne bouge pas, on ne va pas aux douches. Alors, on est resté là quelques heures, même presque une partie de la nuit, debout, sans bouger. Puis, voyant qu'on ne bougeait pas, ben, eux, alors ils nous ont envoyés en contrebas du camp de Mauthausen. Vous voyez, Mauthausen, c'était sur une hauteur. Alors ils nous ont envoyés en contrebas du camp de Mauthausen où il y avait 2 baraques de vide. Alors là, ils nous ont mis dans les baraques. Alors évidemment, une cinquantaine, hein, on avait de la place. Alors là, le matin, on avait l'appel. Et puis après, on retournait dans la baraque à s'allonger. Alors on est arrivé comme ça jusqu'au mois de mai. On est arrivé au mois de mai. Et puis, on avait une petite courette devant la baraque, qui était entourée de barbelés, bien sûr. Alors, comme au mois de mai, il faisait beau. Alors, une fois l'appel était terminé, on avait de moins en moins de nourriture. Hein, et puis, alors, on s'asseyait par terre, au soleil. Vous savez, au mois de mai, il faisait beau encore. Alors, on était assis au soleil. Puis, il y avait 2, 3 femmes qui étaient avec nous, mais c'était des étrangères, hein, qui venaient avec nous. Enfin, on essayait de discuter un petit peu, assis par terre. Et puis, arrivé le 5 mai au matin, on avait l'appel. On a encore eu l'appel le 5 mai au matin. Bon, enfin, là, ça a été vite fait. Hein, on était si peu nombreux. Et puis, bon, après, on sort de la baraque pour aller s'asseoir par terre, là, dans la petite cour. Et puis, d'un seul coup, on lève la tête et puis on a vu le drapeau blanc sur la forteresse de Mauthausen. Donc, les Allemands étaient partis. Ils avaient ouvert les portes en disant aux prisonniers, de toute façon, on va revenir, on a l'ordre de faire miner le camp, de miner le camp, on ne laisse pas de survivants, on va revenir. Alors, ils sont partis. Alors là, on a vu descendre les premiers déportés du camp de Mauthausen. Quand ils ont ouvert le camp, on a vu descendre des hommes avec leurs costumes rayés qui arrivaient en courant vers nous en nous disant « Ne restez pas là, les Allemands ont ouvert les portes, mais ils vont venir, ils vont tuer tout le monde. » Et puis alors là, il y a eu le problème au camp de Mauthausen parce que les 3 quarts des prisonniers, c'était des anciens brigadistes espagnols qui s'étaient engagés dans les comment ça s'appelle, dans les régiments étrangers, dans la Légion étrangère. Donc ils avaient fait la guerre de 39 dans la Légion étrangère. Ils avaient été faits prisonniers avec les Français. Et dans les stalags, quand les Allemands se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'Espagnols, donc il s'est mis en rapport avec Franco pour leur dire qu'est-ce que je fais de vos Espagnols. Alors Franco lui a répondu, il leur avait retiré la nationalité espagnole, ils étaient apatrides. Dis-moi, ces gens-là, je ne les connais pas, vous en faites ce que vous voulez. Donc ils les ont sortis des stalags pour les envoyer donc à Mauthausen. Donc la majorité des prisonniers du camp de Mauthausen étaient des Espagnols, hein, des anciens brigadistes. Alors finalement, ils sont venus nous trouver. Ne restez pas là, les portes sont ouvertes, faut partir parce qu'ils vont revenir toujours pareil, ils vont tuer tout le monde, laisse pas de survivants. Alors j'étais assis par terre avec mon amie Marie et puis les 3 femmes là, qui étaient toujours avec nous. Alors on dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors il y en a une qui dit, si on sort, ils vont nous tirer dessus. J'y suis, on reste, ils nous tireront dessus quand même. Et je dis, on va risquer. Alors on est sorti parce que le portier, la petite porte, ils avaient ouvert toutes les portes. Alors on a longé un sentier. En contrebas, il y avait le Danube. Alors je peux vous dire qu'il n'était pas bleu, hein. C'est une légende. Alors on a longé ce sentier et puis on a marché, je ne sais pas, on n'a pas dû marcher très longtemps et on s'est trouvé dans une clairière où il y avait un couvent. Enfin on ne savait pas. On est tombé là, toutes les 5 là.
On est tombé là, on n'a pas pu aller plus loin. Et alors, devant la porte de ce couvent, il y avait des prisonniers de guerre qui travaillaient dans ce couvent comme aide-infirmiers. C'était des prisonniers de guerre français. Alors évidemment, quand on est tombé devant eux, ils étaient devant la porte du couvent parce qu'au loin, il y avait une nationale. On voyait passer des engins militaires, vous savez, camouflés. On savait pas, vous savez, un engin militaire camouflé, on ne sait pas à qui il appartient. Alors, les Français qui étaient devant la porte du couvent, ils regardaient au loin tous les engins militaires qui passaient au loin. Et puis, quand ils nous ont vus tomber, évidemment, ils nous ont ramassés. Ils nous ont emmenés dans le fond du jardin, ils avaient leur baraquement. Puis là, ils ont essayé de nous nourrir, mais on ne pouvait plus rien avaler. Et puis le 5 mai, arrivé le 5 mai, les Allemands ont capitulé. Donc la guerre était finie. Donc il y a un petit régiment d'Américains qui sont arrivés et qui ont occupé cet hôpital. Alors évidemment, dans cet hôpital, c'était un hôpital où il n'y avait que des SS qui avaient été blessés au front. Alors évidemment, les Français ont été trouver les Américains en disant qu'ils avaient récupéré quelques femmes et puis qu'on était en train de mourir. Hein. Alors ils sont venus nous récupérer, les Américains. Alors là, évidemment, ils ont commencé par nous désinfecter. Ils nous ont fait prendre une douche. Ensuite, ils nous ont pesé. Alors, on pesait plus que 32 kilos. Et puis ensuite, ils nous ont passé des examens un peu plus approfondis. Hein. Et là, on avait attrapé le typhus. Parce que les deux baraques où on était dans le camp de Mauthausen, c'était l'ancienne infirmerie du camp. Alors évidemment, on a été soigné dans cet hôpital par les Américains. Alors évidemment, le typhus, avec des médicaments et puis de l'hygiène, ça se soigne. Donc on est resté là jusqu'à fin mai 1945, dans cet hôpital. Et puis après, quand on tenait à peine debout, hein, après tout ce qui nous est arrivé, alors ils nous ont emmenés sur un aérodrome. Et là, on a été rapatriés sur une forteresse volante américaine, à Bretigny. C'est un terrain militaire. Alors, on était juste Marie et moi, parce que les trois femmes, c'était des étrangères. Alors, je ne sais pas où elles ont été envoyées. Enfin, on était que toutes les deux dans l'avion. Et quand on est arrivé sur le terrain militaire en France, là, alors, il y avait un petit car qui nous attendait avec des policiers. Alors, on s'est dit, flûte, on arrive, on a été emmenés par des policiers, puis ils viennent nous... Alors, on n'a pas voulu monter avec eux. Alors, les pilotes américains ont commencé à discuter. Oh, on est resté vers eux, on a dit non, on ne monte pas avec la police, on monte pas avec eux. Finalement, il y a un officier qui est arrivé, qui nous a expliqué qui nous emmenait, comment ça s'appelle, à l'hôtel Lutetia. C'est là où ils avaient réquisitionné l'hôtel pour recevoir les survivants. Alors là, on est parti, on est arrivé à l'hôtel Lutetia. Alors là, il y avait des centaines de personnes devant la porte de l'hôtel Lutetia avec des photos pour nous demander si on connaissait un tel et un tel. Vous savez, nous, on est arrivé fin mai 1945, les trois quarts des déportés, enfin les survivants étaient déjà rentrés. Hein. Nous, on est rentrés dans les derniers. Alors à l'hôtel Lutetia, quand on est arrivé, ils ont déjà commencé par... Alors évidemment, les Américains nous avaient trouvé des vêtements potables. On est arrivé... Bon, bien sûr, les cheveux avaient pas repoussé, on avait encore des plaies sur la tête, mais enfin, on est arrivé propre. Ils ont quand même commencé par nous désinfecter au DDT, à l'hôtel du TCA. Ensuite, il y avait un guichet. Alors là, ils nous ont fait des cartes d'identité provisoires. Bien sûr, il fallait nous donner. Alors là, à l'époque, vous savez, je savais que j'étais né un 5, mais je ne me rappelais pas si c'était le 5, si c'était le 15, si c'était le 25, je ne me rappelais plus de ma date de naissance. J'ai donné le 15. Alors j'ai pris au hasard le 15, alors que je suis né le 5. Alors sur mes papiers d'identité, impossible de changer la date. Hein, je suis toujours né le 15. Alors qu'après, quand j'ai eu mes papiers, enfin... un acte de naissance, j'ai vu que c'était vraiment né le 5 janvier, enfin bref. Alors là, ils nous ont fait les cartes d'identité provisoire. Ensuite, on a passé un interrogatoire par la police militaire, parce qu'à la libération de Paris, vous avez beaucoup de gens qui avaient collaboré, qui étaient partis avec les Allemands à la libération de Paris, et qui se faisaient rapatrier en tant que déportés. Alors là, on avait un interrogatoire par la police militaire. Enfin, pour nous, c'était facile du fait qu'on était tatoués, parce qu'il n'y a qu'à Auschwitz qui est tatoué sur le bras.
Donc, pour nous, ça a été vite fait, hein. On n'a pas eu d'interrogatoire. Hein. Ils savaient qu'on était passé par là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un autre guichet. Ah oui, ils nous ont fait passer une petite visite médicale assez sommaire. Ceux qui étaient malades ont été envoyés dans les hôpitaux. Puis bon. Et ensuite, il y avait un autre guichet où il y avait une certaine somme d'argent qui nous était allouée pour, pour essayer de repartir dans la vie civile. Alors, à ce moment-là, les gens de l'extérieur, qui étaient les familles qui attendaient dehors, rentraient parce qu'ils avaient des affiches qu'ils avaient mises sur les murs de l'hôtel pour marquer le nom des survivants. Alors, ceux qui avaient de la chance d'avoir de la famille qui venait les chercher, ils passaient dans le bureau pour l'argent qui avait été prévu pour leur donner, et puis ils disaient bon ben maintenant vous avez passé, vous avez vos papiers, vous avez passé la visite médicale, vous avez passé tout ce qu'il fallait, maintenant vous rentrez chez vous. Vous savez, il n'y a pas de cellule psychologique hein, à l'époque. Alors évidemment, Marie, mon amie Marie, elle avait été fiancée avant la guerre. Ben, son fiancé venait régulièrement, donc elle est venue. Son fiancé était là, donc elle a fait les démarches comme il fallait. Elle est passée dans le bureau pour prendre l'argent. Et puis moi, alors évidemment, il y avait le problème. On était quelques adolescents. Moi, j'ai été déporté, depuis 14 ans. Je suis revenu, j'avais 17 ans. Mais la majorité était à 21 ans à l'époque. Alors évidemment, on était quelques adolescents, si l'on peut dire. Ils ne pouvaient pas nous laisser dans la nature. Alors ils nous ont dit, bah, vous restez là. Et puis il y a des associations qui vous, si personne ne vient, quelqu'un vient vous chercher, il y a des, comment ça s'appelle, des œuvres, enfin, entre autres l'OSE, l'œuvre de secours des enfants qui existe toujours d'ailleurs, qui vont venir et puis que vous verrez avec eux ce qu'ils vont faire. Alors, donc Marie, elle est partie, elle dit, je reviendrai dans 2 jours pour voir où c'est que tu es. Et puis au bout de 2 jours, évidemment, l'OSE est arrivé. Alors évidemment, quand ils ont dit, bon, ben, vous venez avec nous. Alors je leur dis, mais vous nous emmenez où? Ah ben, ils nous emmenaient dans un orphelinat. Ah, je dis, moi, il n'en est pas question. Hein. J'avais déjà passé 1 an dans les orphelinats. Avec tout ce que j'avais passé, je ne me revoyais pas de nouveau dans les orphelinats. Je dis, moi, il n'en est pas question. Moi, je ne pars pas dans un orphelinat. Hein. Il n'en est pas question du tout. Hein. Hein. Je dis, je me suis toujours débrouillé toute seule, je continuerai, mais moi, je ne pars pas avec vous. Donc, ils ont emmené les autres, et moi, je suis resté. Marie est arrivée avec son fiancé. Alors, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu fais encore là? Alors, je lui explique. Oh, ben, elle me dit, si c'est comme ça, t'inquiète pas. Alors, on a été avec elle, avec son fiancé, et puis moi, on a été dans la fameuse pièce là où ils distribuaient l'argent. Comme j'étais encadré avec 2 adultes, ils n'ont pas demandé qui c'était. Ils nous ont donné la somme d'argent et on est parti. Et alors elle, son fiancé avait un studio à Saint-Ouen, donc on a pris le métro. Et puis j'étais donc habité chez elle, à Saint-Ouen. Alors on est resté, lui il est parti habiter chez ses parents, son fiancé nous avait laissé son studio. Puis on était là toutes les deux à se lamenter en disant, tu parles d'un retour? On s'attendait quand même à autre chose. Hein. Alors finalement, au bout de quelques jours, j'ai dit, écoute, moi je retournerai bien dans le quartier pour voir si, au hasard, peut-être quelqu'un de ma famille serait revenu, enfin de la famille, hein, puisque toute ma famille avait été déportée. Alors on est partis toutes les deux à Belleville, là où j'habitais. Alors évidemment, quand on est arrivé, vous savez, quand on est revenu à l'hôtel du TCA, on avait peut-être pris 1 kilo ou 2, je devais peser peut-être 35 kilos, mais vous savez, avec les cheveux rasés 1 an après la guerre, on ne rencontrait pas beaucoup de femmes avec les cheveux rasés et puis en pesant 35 kilos. Alors quand on est arrivé à Belleville, on a eu un petit attroupement qui est venu vers nous en disant « Oh, ben dis donc, qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Alors avec Paris, on a été encadré par un petit groupe. Alors on a commencé à raconter ce qui s'était passé dans les camps. Et puis au fur et à mesure qu'on parlait, on lisait l'incrédulité dans leur... Puis ils ont commencé à dire, mais vous racontez n'importe quoi, vous êtes devenu folle, comment vous pouvez propager des choses pareilles, ça n'a jamais pu exister, enfin bref. Et puis il y a un monsieur qui nous a regardé avec Marie en nous disant, au fait, vous êtes revenus si peu nombreux, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres? Alors on a été pratiquement culpabilisés. Ben voilà, ça a été notre retour.
Alors je ne vous raconte pas la suite parce qu'après, j'ai encore traîné la galère pas mal de temps après. Hein. Parce que vous savez, revenir sans famille, sans personne et de reconstruire. Alors, quelques années après, j'ai fini par me marier. J'ai eu 3 enfants. J'ai 6 petits-enfants. J'ai 6 arrière-petits-enfants. Et pour moi, ça a été une reconquête sur la vie. Vous voyez, j'étais revenu orpheline et j'ai quand même refait toute une famille. Merci de m'avoir écouté. Esther Senot, merci infiniment. Je sais que ça n'est pas très facile de revivre ces moments, mais c'est très important. Important pour nous, important. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Je vois énormément de jeunes et ça fait plaisir. Et j'aimerais savoir, après avoir vécu tout ça, le message que vous voulez leur délivrer. Oui, alors ce qu'il y a évidemment, moi, au moment de la retraite, je suis venu habiter ici dans le département. Alors je suis arrivé ici en 1980 et je suis resté 32 ans ici dans le département. Et à ce moment-là, il y a les premières associations des anciens brigadistes espagnols qui ont créé leur association, qu'ils ont appelé, parce que dans le camp, vous savez, avec nos numéros, on avait un triangle avec une couleur. Alors les Espagnols, ils avaient le triangle bleu, c'était les apatrides. Donc eux, ils ont formé leur première association ici, qu'ils ont appelé le Triangle Bleu. Et alors quand je suis arrivé, du fait que moi, j'avais quand même connu beaucoup de brigadistes au camp de Mauthausen, puisque c'était les anciens Espagnols, alors eux, ils étaient considérés comme déportés politiques. Donc ils avaient le droit de raconter leur histoire. Mais nous, ça a été le silence total pendant plus de 3 décennies avant qu'on puisse parler. Hein. Alors ils m'ont dit, j'ai donc fait partie de leur association. Donc j'ai commencé à témoigner ici. Les premiers témoignages se sont passés ici dans le département. Alors eux, quand ils ont été arrêtés et déportés, leurs familles sont restées sur place. Ils se sont installés à Perpignan. Il y avait des enfants et tout. Et il y avait plusieurs collèges, des lycées où les enseignants, c'était des Espagnols, enfin, qui avaient grandi, qui étaient devenus... donc, eux, ils allaient témoigner dans les lycées pour raconter leur histoire. Alors, un jour, ils m'ont dit, mais pourquoi tu ne viendrais pas avec nous? J'ai dit, moi, ici, vous savez, à Perpignan, à l'époque, vous savez, on connaissait la Méditerranée, mais on connaissait du côté de Nice, de Menton, qui c'est qui connaissait cette partie de la Catalogne, hein. Et puis, il n'y avait pratiquement pas de communauté juive. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais leur raconter, moi? Alors, ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu viens avec nous. Puis, je dis, tu sais très bien qu'on n'a pas le droit de parler, mais tu te débrouilles, tu viens avec nous. Et c'est là que j'ai commencé à témoigner, vous voyez, ici, dans le département. Et j'ai témoigné je suis resté là, donc je suis arrivé en 1980, je suis resté là jusqu'en 2011. Malheureusement, mon mari est décédé en 2007. Alors, je suis resté encore pendant 4 ans. Et puis, je suis remonté à Paris parce que j'avais mes enfants qui étaient à Paris. Donc, j'ai fini par remonter à Paris en 2011. Enfin, vous voyez, j'ai commencé à témoigner ici dans le département à partir avec tous les anciens brigadistes espagnols. Alors, on en a fait des choses. Et donc, votre message... La mairie de Saint-Cyprien a fini par donner une rue à mon nom. Oui, alors là j'étais un peu stupéfaite parce que mon fils, j'ai un de mes fils qui habite ici, lui, il est resté là. Il a même travaillé à la mairie du temps où il y avait Olibo, c'était une municipalité socialiste. Puis après, évidemment, après Olibo, ça a viré à droite. Hein. Eh bien, mon fils, ils ont donné une rue à mon nom, mais sans prévenir personne. Uniquement un petit, comment ça s'appelle, dans l'indépendant, un petit entrefilet dans l'indépendant. Alors quand mon fils, la voisine, elle est venue lui porter le journal pour lui dire, regarde,
on parle de ta mère, il a été surpris parce qu'on ne lui a rien demandé alors qu'il a travaillé à la municipalité de Perpignan. Hein. Ils n'ont rien demandé. Alors il m'envoie l'entrefilet de l'Indépendant et j'ai mon autre fils qui habitait dans la région parisienne et il est maire de Saclay. Mon deuxième fils, il est maire de Saclay dans la région parisienne. Alors je lui montre le petit entrefilet de l'Indépendant. Alors, on pensait quand il a lu ça, alors il dit bah, tiens, donne-moi ça. Alors, il a téléphoné à la mairie. Alors, il a téléphoné sans donner son nom. Alors, il dit je suis le maire de Saclay, je voudrais parler au maire de Saint-Cyprien. Alors, évidemment, c'était sa secrétaire qui répondait. Ben, il dit le maire, il n'est pas disponible. Mais enfin, c'est pourquoi. Alors, il dit bah, vous savez, moi, je passe toutes mes vacances à Saint-Cyprien. J'aime beaucoup la région, mais il n'avait pas dit il parlait en tant que maire, hein, il n'avait pas dit qui il était. Je passe toutes mes vacances dans la région, je m'y plais beaucoup, et j'ai appris par le journal que vous alliez donner un nom de rue à trois femmes. Alors, le nom de rue, ils avaient fait un nouveau lotissement. Alors, il y avait une rue pour, comment elle s'appelle celle qui a fait libérer son mari, vous savez. Comment elle s'appelle? Comment? Oui, alors il y avait une rue Lucie Aubrac, il y avait une rue pour une autre dame qui avait fait, avec son père, elle avait fait de la résistance. Comment elle s'appelle ce soir? Je me souviens plus de son. Oui, Josette. Elle avait fait avec son père, elle faisait le passage pour des prisonniers. Donc il y avait un nom de rue pour elle, et puis le troisième, c'était pour moi. Mais sans prévenir, sans rien. Alors mon fils donc téléphone, donc alors il dit bah, il paraît que vous allez donner des noms de rue à trois femmes. Il dit de toute façon, il dit bah, je passe mes vacances là-bas, je serais vraiment intéressé. Est-ce que vous allez faire une réception alors elle lui dit oui, quand le lotissement sera terminé, on fera une réception. Alors il lui dit au téléphone, bah, écoutez, quand vous ferez la réception, est-ce que vous pourriez envoyer une invitation à ma mère? Il n'avait toujours pas dit mon nom. Alors, elle lui répond, la secrétaire, votre mère, à quel titre? Ben, il dit, ma mère, c'est Madame Senot, et je peux vous dire qu'elle est bien vivante. Ben voilà comment j'ai eu mon nom. Faut le faire, hein? Vous voulez bien lire le message pour Oui, alors là, évidemment, il n'y a pas tellement de jeunes. Si, il y en a pas mal, ils sont assis Ils un sont peu assis partout. par terre. Oui, Voilà. alors là, c'est un message. Les jeunes, levez la main. Allez. Ah oui, oui, voyez. quand même. Enfin, tout le monde est jaune. Par rapport à moi, tout le monde est jaune. Hein. Merci. Merci beaucoup. Alors, mes enfants, aujourd'hui, je vous lance un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas uniquement pour des raisons politiques. Si l'on se réfère aux conflits qui ensanglantent notre monde, on voit qu'elles ont aussi des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants des crimes nazis. C'est à vous, mes chers enfants, que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il est différent, cela s'appelle du racisme. C'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. C'est au nom de ce racisme que les pires horreurs ont été commises. Et pourtant, tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous, mes chers enfants, pour que, lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps, et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous puissiez témoigner en notre nom à tous face aux négationnistes, aux révisionnistes et autres faussaires de l'histoire. Vous devenez maintenant nos témoins, comme nous-mêmes avons été les témoins et les victimes de ces atrocités. Vous devez faire preuve de tolérance et reconnaître le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur la voie du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger. Elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance. Vous êtes notre avenir. Ne nous décevez pas.
Faites preuve de tolérance et de compréhension si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique. Alors, mes chers enfants, essayez de protéger ce pays le plus longtemps possible. Merci à vous tous. Merci de m'avoir écouté.